Bien, on est heureux de vous accueillir ce soir. Nous sommes deux organisations ce soir, l'UPJB. L'UPJB, c'est l'Union des progressistes juifs de Belgique qui existe depuis avant la Seconde Guerre mondiale, qui a été fondée par des communistes juifs en général polonais et qui a eu une vie de résistance, de combat depuis sa création. Et l'UPJB qui organise des conférences, qui a un mouvement de jeunesse, qui a des activités quand c'est possible d'avoir des activités, a contacté, enfin a été prévenu du travail de Alias et donc on s'est mis d'accord pour organiser ce soir une conférence. C'est Sophie Dobreby qui est chargée de communication chez Alias, qui va vous présenter les conférenciers, Agathe Kirchhofer et Alexandre Félix. Et moi, je n'interviendrai qu'à la fin de chaque conférence qui est divisée en deux parties. Donc, à la fin de chaque partie, j'interviendrai uniquement pour poser les questions que vous posez par écrit. Vous avez quelque part sur votre écran, alors c'est parfois en bas à droite, chez moi c'est en haut à gauche, Q et R, qui est donc le système questions et réponses, par lequel vous pouvez poser les questions uniquement par écrit. Et je relève les questions au fur et à mesure et je les pose ensuite à chaque intervenant dès la fin de sa partie. Voilà, je laisse la parole à Sophie Dobreby. Merci. Je vais vous introduire très brièvement l'association. Alias a un peu plus de 10 ans d'expérience de terrain dans l'accompagnement des hommes cisgenres et des femmes transgenres qui pratiquent le sexe tarifé auprès de clients masculins. Et cet accompagnement se pratique sur 3 axes qui sont l'axe psychologique, médical et social. Je parle de notre expérience parce que la présentation de ce soir est évidemment issue de savoirs situés et qui sont situés dans notre expérience à nous. Et c'est important de le savoir parce que la prostitution et plus largement le travail du sexe supportent mal la généralisation. Et donc, voilà, nous allons parler de l'accès que nous avons à cette réalité-là, mais qui n'est pas représentatif de l'intégralité des réalités qui se cachent derrière le travail du sexe. Donc ça, c'est important d'apporter cette précision-là. On a choisi de vous parler en fait de l'accès aux soins de santé des personnes que nous accompagnons, car c'est souvent une gageure. D'une part parce que ces besoins sont spécifiques et sont liés au travail du sexe, et que le travail du sexe est en fait marqué par le sceau du tabou, ce qui rend les soins de santé compliqués. Pour illustrer cette complexité-là, on vous propose en fait deux cas d'études, 2 exemples, qui seront d'abord l'impact du Covid, de la crise sanitaire sur l'accès aux soins des travailleurs et des travailleuses du sexe que nous accompagnons. Et ça vous sera présenté par Agathe Kirchhofer, qui est travailleuse sociale chez Alias. Et ensuite, on abordera la thématique du chemsex, et ce sera présenté par Alexandre Félix, qui est également travailleur social chez Alias et qui est le résultat d'une enquête exploratoire qu'on a menée pendant l'année 2019-2020. Donc voilà, je laisse la parole à Agathe et je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager le petit PowerPoint. Donc voilà, moi je vais vous parler vraiment de ce qu'on a pu observer en général et plus précisément en termes d'accès aux soins pour les travailleurs et travailleuses du sexe pendant la crise sanitaire et assez précisément pendant le confinement. Donc pour faire une petite mise en contexte, comme l'a dit Sophie, le travail du sexe, la prostitution, c'est quelque chose de très divers et évidemment les personnes que nous on rencontre
qui viennent solliciter des associations de première ligne comme Alia sont souvent des personnes qui sont dans une situation de précarité. Déjà, en temps normal, c'est-à-dire hors période de crise, c'est des personnes qui doivent souvent se débrouiller pour trouver des solutions de survie parce qu'elles se retrouvent face à des solutions institutionnelles qui sont soit pas adaptées, soit totalement inexistantes. La prostitution dans ces cas-là est vraiment, pour la majorité des personnes, une stratégie qui permet d'assurer les dépenses quotidiennes. Et aussi, ce qui est assez spécifique aux personnes avec lesquelles on travaille, c'est qu'elles font face souvent à plusieurs stigmatisations, déjà du travail du sexe en tant que tel, mais aussi plus spécifiquement en raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, du statut de séjour, de l'origine, etc. Donc moi, ce que je voulais vous présenter, c'était de voir ensemble, à partir vraiment d'exemples et de témoignages qu'on a récoltés directement des personnes concernées, comment cette crise et aussi et surtout peut-être les mesures prises par les autorités ont eu un impact, ont toujours un impact et auront sans doute un impact à plus long terme sur ces personnes. Et donc, voilà, juste pour préciser, c'est des constats qu'on a surtout fait lors du confinement en tant que tel. Donc, il y a peut-être des petites évolutions depuis, mais globalement, c'est des constats qui restent les mêmes. Donc, comme vous le savez sans doute, depuis le 13 mars et jusqu'au 8 juin, la prostitution a été totalement interdite et elle l'est de nouveau depuis octobre. Donc, ça implique que les lieux d'exercice habituels de la prostitution, comme les bars, les saunas, les hôtels de passe, ont fermé leurs portes. La rue, les parcs ont été aussi désertés par les personnes exerçant une activité prostitutionnelle, mais aussi par leurs clients. Ce qu'on a observé, c'est que la majorité des personnes, en fait, ont décidé d'arrêter d'exercer. Donc, ont respecté cette interdiction. Des fois, l'ont adaptée en mettant en place, en privilégiant du sexe par webcam, par exemple. Mais si pour une partie en fait, des personnes, la prostitution représente un complément financier qui permet éventuellement de boucler les fins de mois, pour certaines personnes, c'est vraiment la seule source de revenus et il s'agit d'une question de survie. Donc, il y en a qui ont continué à avoir des relations tarifées avec des clients en physique, quoi, directement. Donc voilà, je pense aux personnes sans statut de séjour ou qui n'ont pas accès aux droits comme le chômage, le CPS. Et ce qu'on a constaté pour ces personnes en particulier, c'est qu'il y a vraiment une pression très forte qui s'est exercée parce qu'elles étaient entre deux feux, celui d'assurer leur survie, mais tout en avoir cet impératif d'éviter les contacts, ce qui est quand même compliqué dans le cadre d'une activité de prostitution. Donc voilà, il y avait quand même une pression sociale et aussi pour les personnes qui se retrouvaient comme tout le monde dans un climat très anxiogène, une peur de cette pandémie. Et donc, on s'est retrouvés face à des personnes qui nous ont fait part du stress que ça générait, du sentiment de culpabilité aussi pour certaines, et un peu plus tard, du sentiment d'incompréhension et voire d'injustice, parce qu'elles avaient l'impression qu'il y avait un déconfinement un peu à deux vitesses où on restait très dur envers elles et le fait qu'elles continuent une activité alors qu'on voyait les bars, le centre-ville qui était bondé. Donc tout ça pour dire que vraiment la principale conséquence, enfin la conséquence la plus immédiate et la plus directe des mesures, c'était que les recours à la débrouille
au travail au noir dont fait partie le travail du sexe en grande partie, n'a plus été possible. Donc c'est vraiment une source de revenus qui s'est coupée du jour au lendemain et ça a un peu fait craquer de toutes parts des failles, des fragilités économiques notamment, qui existaient déjà. Donc voilà, ça c'est les premiers impacts, enfin les impacts aux heures de la première crise. Je vais donner juste quelques chiffres pour illustrer un peu ce qui s'est passé pendant ces mois. Donc on a eu 150% de nouvelles sollicitations. On a eu 10 fois plus de démarches sociales que l'année précédente à la même période. Et aussi, on a vu qui étaient les personnes les plus touchées par cette crise, puisque, voilà, sans surprise, c'est des personnes qui cumulent plusieurs sources de stigmatisation. Dans la plupart des cas, des personnes en séjour irrégulier ou précaire ou des personnes trans. On a eu 69% de nouvelles personnes dans les nouvelles personnes qui étaient des personnes trans contre 22% en 2019. Au niveau des conséquences plus spécifiquement en matière de santé, on a observé 3 impacts majeurs. Donc, une difficulté d'accès aux soins, une stigmatisation qui a entraîné des prises de risques plus importantes et vraiment un impact fort sur la santé mentale de certaines personnes. Donc voilà, évidemment, il ne s'agit pas de généraliser encore une fois à tout le monde, mais c'est vraiment les choses les plus évidentes qu'on a pu voir. Donc au niveau de l'accès aux soins, il faut déjà savoir que beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe sont très mobiles en Europe. Il y a certaines personnes qui vivent en Belgique, mais qui résident dans d'autres pays européens pour différentes raisons, parce qu'elles ne trouvent pas d'opportunités de travail dans leur pays de résidence, ou pour des raisons de réseau social qu'elles ont plutôt en Belgique. Il y a aussi des personnes qui sont menacées dans leur pays de résidence où elles ont trouvé l'asile. Par exemple, si les personnes qui ont fait une demande d'asile parce qu'elles ont été menacées en raison de leur orientation sexuelle, elles ont pu retrouver certaines personnes dans ce pays-là. Je pense à l'Espagne, par exemple. Voilà. Donc, pour ces personnes qui n'ont pas de résidence effective en Belgique ou qui bougent beaucoup, l'accès aux droits médicaux est très compliqué. Et souvent, pour éviter les lourdeurs administratives qui peuvent prendre des mois, voire des années, elles se débrouillent en faisant des allers-retours dans leur pays, le pays où elles résident légalement et où elles ont un accès aux soins. Mais évidemment, avec la fermeture des frontières, il y a des travailleurs et des travailleuses du sexe qui sont restés bloqués en Belgique, sans accès à certains traitements qui sont fondamentaux, comme par exemple des antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH. Et pour donner une idée, en prenant en compte en prenant en compte les personnes qu'on a nouvellement suivies à ce moment-là, plus de la moitié en fait n'avaient pas d'accès effectif aux droits médicaux en Belgique. Donc voilà, on a essayé de travailler avec elles sur des demandes d'aide médicale urgente notamment, mais ça peut prendre plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être accepté, si c'est accepté. Et en attendant, les personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans traitement, ce qui a pu poser, en fait, on avait l'inquiétude quand même que ça pose un problème de santé publique, puisque une personne sous traitement, en fait, a une charge virale indétectable, donc ça signifie qu'elle n'est plus contaminante au niveau du VIH. Et sans traitement, elles ont pu potentiellement le redevenir. Et puis surtout, ça crée une angoisse très très forte chez ces personnes qui ne savaient plus quand elles pourraient reprendre leur traitement. Donc voilà, on a dû un peu se débrouiller avec elles pour trouver des solutions d'urgence. On a eu notamment l'aide du service de dépannage qui est organisé par le CETIM. Donc le CETIM, c'est le principal centre médical de référence VIH-Sida en Belgique. Et donc, ils ont mis gratuitement à disposition des fins de boîte d'antirétroviraux. Il faut savoir qu'un mois de traitement, ça peut coûter jusqu'à
900 €. Donc voilà, c'est quand même très, très cher et peu accessible. Il y a aussi des personnes qui ont pu compter sur la solidarité d'autres personnes séropositives pour partager les traitements. Donc voilà, le constat qu'on a fait, c'est vraiment que les lourdeurs administratives qui existent en général, hors période Covid, là, bah, il n'y avait plus d'autres solutions de débrouille, il n'y avait plus la possibilité de faire des allers-retours pour soigner. Donc ça a vraiment été un frein majeur à l'accès aux soins pour ces personnes. Le deuxième impact qu'on a vu, c'était sur la prise de risque. Donc voilà, quotidiennement, les personnes qui exercent la prostitution subissent toutes sortes de stigmatisation au niveau individuel. Insultes, violences physiques sont assez fréquentes. Enfin, assez fréquentes. En tout cas, pour certaines personnes qui exercent dans des conditions qui ne sont pas optimales, ça peut vraiment arriver, pour d'autres aussi d'ailleurs. Mais c'est aussi des violences institutionnelles qui existent. Et il faut savoir que, encore une fois, les personnes les plus touchées, c'est les travailleuses du sexe et trans ou en situation de séjour précaire ou irrégulier. Donc on a constaté pendant cette crise sanitaire que parfois, cette crise a des fois pu servir de prétexte à certaines autorités, même certains habitants de certains quartiers où la prostitution s'exerce, pour vraiment se lâcher à ce niveau-là assez violemment. Donc voilà, il faut savoir quand même que dans certaines communes, il y a une politique anti-prostitution qui est à l'œuvre pour un peu chasser la prostitution, pour faire des beaux quartiers sans que des personnes soient là et dérangent, entre guillemets, enfin en tout cas pour certaines personnes. Et du coup, on a vu que pendant le confinement, la répression policière qui est habituelle s'est vraiment accentuée. Pour des personnes en fait qui continuaient l'activité. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté, mais celles qui continuaient, c'était vraiment des personnes qui étaient dans des situations très compliquées et elles se retrouvaient face à des amendes, mais aussi à certains policiers qui pouvaient être très humiliants, infantilisants. Il y a certaines personnes qui nous ont dit elles avaient été ramenées par la police directement à l'intérieur de chez elles et menacées si elles en ressortaient. Donc c'est quand même voilà, très compliqué. Des habitants aussi qui insultent, qui filment, qui peuvent avoir des comportements très hostiles envers ces personnes. Et puis, surtout, la ville de Bruxelles a décidé de façon totalement unilatérale, en fait, d'interdire l'exercice de la prostitution sur son territoire le 28 septembre, alors qu'à ce moment-là, celle-ci était autorisée partout ailleurs. Donc ça a demandé que les associations et les personnes concernées se mobilisent pour faire un recours pour interdire cette décision qui en fait était illégale et qui a été interdite. Mais voilà, c'est pour illustrer un peu comment on a pu jouer un peu avec cette crise contre les travailleurs et travailleuses du sexe et pas vraiment chercher des solutions de soutien pour ces personnes, donc ce qu'on trouvait quand même assez dommage. Depuis, on a quand même interpellé, les personnes ont interpellé certaines autorités et la région et certains CPS ont mis en place des aides financières pour aider les travailleurs et travailleuses du sexe depuis quelques semaines. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. La conséquence directe de ce climat de tension et de répression, c'est que ça déplace le problème. C'est que les personnes ne vont pas forcément arrêter puisqu'elles n'ont pas le choix, mais elles vont poursuivre leur activité de façon beaucoup plus clandestine et beaucoup moins visible. Ce qui fait que nous, notamment, on ne va plus pouvoir être en contact avec elles, avec ces personnes. Et il y a certaines personnes, je pense à des personnes qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de moyens pour avoir du crédit, ou qui ne savent pas forcément lire ou écrire, ou
ont des troubles mentaux, donc vraiment la partie la plus vulnérable des personnes qu'on peut nous rencontrer. Pour ces personnes-là, en fait, on ne pouvait plus les voir, on ne pouvait plus les toucher, tout simplement parce qu'elles se cachaient. Et alors, ce que ça implique pour ces personnes, le fait de basculer comme ça dans une activité prostitutionnelle encore plus clandestine, c'est que ça augmente les risques de violences physiques et sexuelles à leur encontre, puisque il y a plus de contrôle social en rue, il y a plus d'une éventuelle, une solidarité en fait qui peut exister face à certaines agressions entre travailleuses du sexe. Et voilà, il y a par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans le quartier Isère, qui est un lieu de la prostitution à Bruxelles, qui nous ont expliqué que comme les hôtels de passe ont fermé, elles ont dû recevoir leurs clients directement chez elles. Donc elles étaient seules à leur adresse et ça a vraiment augmenté des risques d'actes violents, de harcèlement. Aussi, comme il y avait moins de clients et qu'elles étaient moins visibles pour les clients, elles ont eu moins d'argent, donc elles ont dû réduire parfois leur prix. Enfin, le client avait il y a certains clients en tout cas qui pouvaient exagérer à ce niveau-là, quoi, jouer avec ça. Ils savaient que les personnes étaient dans des situations financières compliquées. Donc voilà, on baisse les prix, on accepte des pratiques plus risquées aussi en termes de contamination, VIH, IST, mais aussi du Covid, très clairement. Et du coup, aussi pour les associations, il y avait moins d'informations qu'on pouvait transmettre aux personnes, on ne pouvait plus distribuer de préservatifs, donner des conseils ou soutenir les personnes. Donc voilà, en rue particulièrement, c'était compliqué. Il y a eu aussi une peur sur internet par rapport à un éventuel contrôle policier parce que c'est ce qui a été annoncé. Au niveau de la santé mentale, encore une fois, en règle générale, le fait de vivre dans une situation de précarité et de subir des discriminations, des stigmatisations parfois quotidiennement, c'est des facteurs de risque pour la santé mentale des personnes qui vivent ça. Et avec la crise sanitaire, ça s'est ajouté tout ce qu'on a, nous, ressenti, c'est-à-dire le stress, l'anxiété due à cette situation qui était quand même très, très anxiogène. L'isolement, évidemment, et en plus de ça, il y avait pour des personnes qui avaient plus de source de revenus, une peur tout simplement de perdre leur logement ou de ne pas avoir de quoi se nourrir. Donc ça a vraiment créé un terrain très très favorable à l'accroissement des problèmes de santé mentale pour certaines personnes, et on a été témoin pendant le confinement notamment à des décompensations, des angoisses, des dépressions, des idées suicidaires. Et voilà, on a essayé d'orienter vers les lignes d'urgence psychologique qui ont été d'un recours très important et nécessaire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours accessible pour les personnes qui parlent pas le français ou le néerlandais ou l'anglais, et pas forcément adapté à un sujet tabou et mal connu qu'est la prostitution, le travail du sexe. Pour conclure ces constats, je voulais évoquer quelques pistes de «solutions» entre guillemets. Donc je mets des guillemets parce que, comme l'a dit Sophie, la prostitution en fait est une réalité qui est vraiment extrêmement diverse, et on peut pas exister de solution uniformisante et simpliste à ce niveau-là. Mais on pense quand même que pour les personnes qui exercent une activité prostitutionnelle et qui sont dans des situations de précarité, il y a quand même plusieurs mesures qui nous semblent urgentes, en tout cas, à mettre en œuvre. L'une des premières qu'on peut voir, et c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est on fait quand même le constat que les politiques migratoires et sociales actuelles, qui sont
très, très restrictives, ça en fait laisse certaines personnes dans des situations de précarité très importantes parce qu'elles ont tout simplement pas accès à des droits élémentaires tels que un statut de séjour stable, donc une résidence, un logement, un travail, des soins de santé. Et ça relève pour beaucoup de gens du parcours du combattant. Et pour certaines personnes, c'est complètement impossible en fait d'accéder à ces droits. Par exemple, je pense à des personnes qu'on reçoit et à qui on a refusé une demande d'asile pour persécution en raison de l'orientation sexuelle parce qu'elles n'ont pas réussi à prouver qu'elles étaient homosexuelles. Mais aussi tout simplement des personnes qui sont par exemple au CPS ou qui ont des très très bas revenus et qui peuvent pas, que les propriétaires refusent en fait, donc qui n'ont pas accès à un logement ou c'est très difficile d'avoir accès à un logement. Et certains propriétaires peuvent d'ailleurs abuser de ça en faisant pas de contrat de bail, mais en louant ça très très cher. Donc voilà, c'est vraiment des situations compliquées où le travail du sexe, c'est l'une des seules solutions en fait de revenus qui est disponible. Et pour moi, pour nous, le fait de l'interdire de façon unilatérale sans solution, ça crée vraiment des situations d'urgence vitale. Je vais donner un petit exemple. Il y a des CPS qui ont lancé des cellules Covid pour débloquer des aides exceptionnelles en raison de la crise pour les personnes qu'on avait besoin. Et voilà, c'est une initiative que nous, on salue et qui soulage sans doute beaucoup de personnes, mais malheureusement, ça exclut encore une fois les personnes en situation de séjour irrégulier, alors que c'est celles qu'on avait le plus besoin. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des personnes qui nous demandent très clairement, qui nous font part du fait qu'elles aimeraient exercer légalement le travail du sexe, mais le cadre législatif est extrêmement flou et très peu accessible et présente des risques judiciaires. Par exemple, le fait d'exercer à plusieurs dans un même endroit, comme ça arrive souvent pour partager le loyer, par exemple, ça peut être considéré comme du proxénétisme, ou avoir un contrat de travail se référant explicitement à cette activité est considéré comme nul. Donc ça laisse les personnes sans possibilité de faire valoir leurs droits à ce niveau-là. Donc voilà, pendant la crise, on a quand même remarqué que les personnes qui auraient pu potentiellement avoir cet accès au travail, elles auraient pu avoir droit aux aides dont ont bénéficié les autres travailleurs et travailleuses du pays pendant cette période. Mais encore une fois, ça ne règle absolument pas la question pour les personnes qui n'ont pas accès au travail, au marché de l'emploi. Au niveau local, on va dire, on fait le constat depuis plusieurs années, mais là particulièrement pendant le confinement, qu'il y a des lourdeurs administratives qui sont un véritable frein à l'accès aux droits, et essayer de réfléchir à simplifier, harmoniser, élargir les, les les règles et les procédures administratives pour avoir accès aux aides, ça nous semble vraiment important. Et aussi peut-être que les personnes qui travaillent dans les services publics en général, enfin dans la société en général, se forment aussi sur des questions de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, du racisme, parce que il y a des personnes qui font face à cette discrimination et c'est aussi un frein à l'accès à leurs droits, évidemment. Je pense à des femmes trans qui se font appeler monsieur, par exemple. Ça leur donne pas forcément envie de retourner faire une demande d'aide sociale. On a quand même remarqué, pour finir sur une note un peu encourageante, que pendant le confinement, il y a vraiment des services et des agents
sociaux, politiques, communaux qui se sont rendus compte que la situation était très grave et qui ont débloqué des aides, qui ont facilité l'accès à leurs services, par exemple en donnant la possibilité de faire des démarches en ligne. Et ça a vraiment permis des ouvertures de droits dans des délais raisonnables. Et pour nous, cette situation a vraiment agi comme un révélateur des failles du système social. Et on espère que ce type de prise de conscience qu'il y a pu avoir, pas partout malheureusement, mais de temps en temps, à certains endroits, on espère que cette prise de conscience et ces simplifications, cette solidarité aussi, puissent s'inscrire dans un temps un peu plus long et bénéficier vraiment à des personnes très, très vulnérables et en difficulté. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. Alors, il n'y a pas de question qui a été posée par écrit. Moi, j'en aurais une, si tu me permets. Si tu parles de l'aide du CPAS qui a été activée de temps en temps, ça a été, mais pas partout. Comment est-ce que ça se décide? Ça a été un mot d'ordre généralisé et puis les CPAS appliquent ou non? Ou bien c'est vraiment l'initiative de quelques CPAS? Mais alors moi, je suis évidemment pas au CPS, donc je sais pas comment les décisions sont prises, donc il faudrait leur poser la question. Mais enfin, chaque commune et chaque CPAS est, si je dis pas de bêtises, indépendant. Donc voilà, les décisions sont prises, je pense, au niveau de chaque CPAS et en fonction voilà, de ce qu'ils reçoivent aussi du terrain, j'imagine. Après, je pense que dans la plupart des CPS, il y a quand même eu un mot d'ordre de dire OK, il y a un problème social général et on va essayer de débloquer des aides. Mais encore une fois, selon les CPS, selon les services, c'est plus ou moins accessible. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des problèmes avec leurs assistants sociaux parce qu'ils ont subi du racisme ou de la transphobie, par exemple. Et le fait d'y aller et de devoir passer par là, ça reste un frein. Donc, même si ces aides existent, elles ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci Agathe pour cette présentation qui illustre quand même bien la difficulté d'accès que rencontrent les personnes qu'on accompagne dans le cadre des activités d'Alias. Je parlais un peu plus tôt également de la spécificité souvent de leurs besoins à laquelle il est parfois difficile de répondre parce que c'est très spécifique et parce que c'est mal connu. Et donc, la présentation qui suit, qu'Alexandre Félix, qui est également travailleur social chez Alias, va nous faire, va un petit peu expliciter ça, puisqu'il va nous parler de la pratique du chemsex, qui est un phénomène en croissance et en évolution constante aussi, ce qui nous a amené en fait pour approfondir notre compréhension et donc nos réponses face à ça, à mener une enquête exploratoire en 2019. Et donc, cette présentation est le fruit des résultats de cette enquête-là. Voilà, je vous laisse avec Alexandre. Bonsoir à tous. Donc moi, comme dit par Sophie, je vais vous présenter l'enquête qui a le titre suivant. Donc c'est l'enquête exploratoire sur le chemsex dans le contexte de la prostitution et du travail du sexe chez les hommes HSH et les personnes trans à Bruxelles, capitale et au-delà. Donc c'est une enquête qui a été réalisée par mon collègue Emmanuel Bayot, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui et qui a pu être réalisée grâce aux subventions des pouvoirs subsidiants présentées à l'écran. Je vais pas reparler de tout ce qu'on fait chez Alias parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, mais nommer quand même quelque chose qu'on fait, notamment de l'outreach, que ce soit en rue ou en ligne, plusieurs permanences, dont des permanences médicales,
des suivis psychomédico-sociaux, des activités communautaires et aussi, ce qui est très important dans notre travail, c'est tout ce qui est des questions relatives à la réduction de risque, que ce soit au niveau de la santé sexuelle, des lassitudes ou autres. Et du coup, avant d'aller plus loin, je vais prendre un temps déjà pour définir ce qu'est le chemsex. Probablement que c'est un terme que vous n'avez pas entendu, à moins que vous fréquentiez des milieux plutôt médicaux ou des milieux festifs ou LGBT. Donc le chemsex, c'est quoi? Donc c'est un terme qui est de plus en plus documenté hein, pour l'instant, on en parle dans la presse, même dans des émissions grand public. Et donc pour l'enquête, on a décidé de s'arrêter sur cette définition-ci. Donc le chemsex, c'est prendre des produits psychoactifs ou drogues, qu'elles soient légales, comme l'alcool, médicaments Viagra ou non, comme toutes les autres drogues, héroïne, cristal, meth, speed, cocaïne, dans un but sexuel. Donc c'est une définition qui est extensive et qui ne s'arrête pas aux produits illégaux, aux nouveaux produits de synthèse. Donc, je suppose qu'avec cette définition, on pourrait se dire que tout le monde a pratiqué au moins une fois dans sa vie du chemsex. Oui, mais évidemment, c'est la géométrie variable. Hein, on va le voir en fonction des types de produits consommés et de la fréquence des consommations. Donc, on pourrait se poser la question de la place d'une enquête sur le chemsex dans une conférence qui traite de la santé. Alors la santé, bien sûr, c'est un concept, nous on prend la santé dans le sens plus large du terme, hein, sur la santé sexuelle, la santé physique, la santé psychologique ou la santé sociale. Et du coup, toutes les actions qui visent à améliorer la santé sont aussi à lire à différents niveaux. Donc pour nous, explorer et documenter des comportements qui a priori ne visent pas à une amélioration de la santé, ça nous permet justement d'avoir des outils pour développer une de nos missions majeures, comme j'ai dit plus tôt, qui est la réduction de risque. Et donc viser, pour les gens qui ont suivi une consommation qui est de toute façon souvent très difficilement négociable, mais une consommation qui soit la plus responsable et la moins risquée possible. Un autre objectif de l'enquête, c'est... excusez-moi. Et donc, pardon, et pourquoi est-ce que nous, Alias, on fait une enquête là-dessus sur le chemsex? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on part d'un constat de terrain de plusieurs années, hein, comme l'a dit Sophie plus tôt, via nos suivis ou nos permanences, comme les permanences médicales, ou des questions relatives à l'usage de drogue dans le contexte du travail du sexe sont souvent abordées. Et ensuite aussi pour répondre à un besoin des travailleurs sociaux de chez Alias, d'améliorer leurs connaissances autour de ce sujet, puisque nos connaissances à nous peuvent varier très fort d'une personne à l'autre en fonction d'un mode de conso, du type de produit consommé. Et donc c'est vraiment une mouvance qu'on a pour l'instant au sein d'Alias, vouloir approfondir toutes ces questions. Ensuite, je vous inviterai après à consulter le site chemsex.be qui a été réalisé il y a maintenant un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, peut-être plus. Donc, il regroupe plein d'informations utiles au niveau justement des consommations de drogue spécifiques au milieu, notamment des milieux LGBT. Et pourquoi je parle de ce site? C'est parce qu'Alias a participé ou a créé en fait l'onglet travail du sexe sur ce site, mais pas que, aussi l'onglet consentement sur le site. C'est un site qui est mis à jour, il y a notamment un nouvel onglet autour du cristal meth et de comment réduire la consommation qui vient d'être publié. Et enfin, un dernier objectif de l'enquête, c'est qui est toujours en cours, c'est de pouvoir créer des focus group avec le public cible, évidemment pour pouvoir travailler
les questions spécifiques du chemsex chez les travailleurs du sexe. Alors, comme chaque enquête, il y a des limites. Une des limites, c'est que l'échantillon qu'on a pu avoir des répondants est relativement restreint. Il y a eu 52 répondants sur 9 mois de diffusion. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça reste un sujet quand même assez tabou. C'est reste une pratique illégale. Aussi la méthodologie utilisée, c'est-à-dire que le questionnaire a été diffusé principalement en ligne, traduit dans plusieurs langues, mais bon, pas toutes les langues non plus. Et voilà, certaines données aussi sont déclaratives plutôt que quantitatives. Donc c'est important de signaler tout ça aussi pour rappeler que c'est une enquête exploratoire. Voilà, on ne tire pas des grandes conclusions scientifiques, mais ça va vraiment nous servir d'outil pour avoir vraiment une vue ou une image, en tout cas sur la réalité de la pratique du chemsex chez les travailleurs du sexe. Ensuite, on va passer à quelques chiffres de l'enquête. Tout d'abord, l'âge des répondants. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion par rapport à ça? La conclusion la plus intéressante que nous, on a pu tirer, c'est que il n'y a pas d'âge pour faire du chemsex, puisque les répondants ont entre 18 et 60 ans, donc il n'y a pas d'âge pour commencer, ni d'âge pour arrêter. Bon, il y a un pic à 32 et à 42, mais ça, on ne tire pas de conclusion là-dessus. C'est intéressant pour nous, parce que du coup, on sait qu'on ne doit pas se limiter dans une certaine catégorie d'âge pour diffuser des infos ou faire de l'outreach chez les gens. Ensuite, le lieu où se pratique le chemsex. Donc, la plupart des répondants ont répondu avoir pratiqué du chemsex en Belgique, mais pas que. Ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est un public qui est souvent très mobile, qui vont de métropole en métropole en Europe, qui peuvent suivre notamment la scène festive LGBT. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pratique qui ne se limite pas juste aux chambres à coucher, comme on peut le voir. Ça se pratique aussi notamment dans les lieux de drague, comme les saunas, les boîtes, les parcs, les fêtes, qui sont autant de lieux que nous, on investit déjà via nos différentes permanences, notamment le travail de rue, par exemple. Ensuite, à quel rythme les répondants pratiquent le chemsex. Donc même si la consommation journalière est très petite, il y a quand même une moitié des répondants qui consomment au moins une fois par semaine. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on verra après, en fonction du mode de consommation et en fonction des produits, c'est une pratique qui peut prendre beaucoup de place dans la vie d'une personne, qui peut être très chronophage, très énergivore. Et donc voilà, nous, dans notre suivi, négliger l'impact et l'aspect et la place que peut prendre le produit dans la vie d'une personne, c'est pas, du coup, pas envisageable. Ensuite, une autre question qui a aussi été posée dans l'enquête et qui est intéressante, c'est chemsex entre choix et contrainte. Alors même si une majorité des répondants le font de manière théorique consentie, il y a quand même un gros quart qui pratique le chemsex uniquement à la demande du client. Là, du coup, j'en fais une aparté aussi de chemsex.be où on a notamment participé à l'onglet consentement. C'est du coup hyper important, hyper utile pour nous d'avoir des outils, des conseils à pouvoir diffuser aux travailleurs du sexe, notamment par exemple sur comment pouvoir poser ses limites face à un client qui imposerait cette pratique. Ensuite, une question du coup qui
peut être assez intéressante, c'est les produits consommés dans la prostitution. Donc, c'est les produits plutôt classiques. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour nous là-dedans, sans en tirer de grandes conclusions sur les proportions encore de gens qui consomment telle ou telle drogue, puisque l'échantillon est relativement restreint, c'est qu'on note quand même que les produits consommés autant par les travailleurs du sexe que par les clients, en fait, sont les mêmes. Et donc, la consommation n'est pas juste réservée aux travailleurs du sexe. Et que, comme on l'a vu avant, elle est parfois même imposée par le client. Donc là, c'est le même tableau, mais un peu plus détaillé. Et autant par le client que par les travailleurs du sexe, ce sont des produits qui peuvent être des produits performants sexuels comme du Viagra, Camagra, des produits plutôt désinhibants comme du GHB ou plutôt des produits sur la performance comme la cocaïne, speed, mais aussi des drogues plus anciennes comme du LSD ou des drogues plus récentes, justement plutôt comme du 3-MMC. Et alors, ces produits, comment sont-ils consommés? Par tous les modes de consommation traditionnels, donc principalement sniffés, pour la majorité des répondants, mais aussi fumés, avalés. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même 22% des personnes qui consomment par injection intraveineuse et 4% par injection intra-anale, qu'on appelle aussi plug anal, donc le langage du chemsex. Et du coup, je vais faire une petite aparté sur l'injection. Du coup, l'injection ou le slam, ça c'est un terme qui est utilisé dans les milieux homosexuels, qui est apparu en même temps que le terme chemsex. Donc le slam, ça veut dire s'injecter de la drogue en voie intraveineuse dans un contexte sexuel. Mais du coup, pourquoi s'intéresser au slam alors que ça concerne que 22% des répondants? Parce que c'est un mode de consommation qui se répand de plus en plus, en tout cas que nous, on voit de plus en plus dans nos... Enfin, qui est de plus en plus reporté par les gens qu'on suit dans nos permanences, et qui, comme on peut s'en douter, a aussi des risques spécifiques, des effets spécifiques, et qui concerne aussi des drogues plus fortes, comme le crystal meth, par exemple, la 3-MMC, ou la cocaïne. Et du coup, quel est l'intérêt qu'ont les gens de pratiquer ça? C'est du coup pour pratiquer des sessions plus longues. Par plus longues, j'entends plusieurs heures, mais allant parfois à plusieurs jours. On nous a reporté des gens qui consomment parfois tout un week-end, voire plus. Et donc là, on peut comprendre du coup tous les risques qui peuvent s'ajouter à ça. Ensuite, j'ai parlé de slam, plug, même le terme chemsex. Donc, tout ça, on se rend compte que c'est une terminologie évidemment qui est bien particulière du coup au milieu avec lequel on travaille. Du coup, ça nous a semblé important aussi de poser des questions en fait sur les termes utilisés par les travailleurs du sexe. Ce qui est intéressant, c'est de voir la volonté de se démarquer des termes traditionnels du toxicomane, malgré le fait que ce soit les mêmes produits. Et on voit que c'est souvent des termes qui s'apparentent beaucoup plus au milieu festif. Donc c'est autant de manières de dédiaboliser une pratique qui, je le rappelle, est quand même illégale. Et c'est aussi une manière qu'ont les gens, du coup, de pouvoir annoncer cette pratique illégale sans jamais la nommer. En parallèle, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de profils qui annoncent justement no chems ou sober sex, donc pas de drogue ou sexe sobre. Et comme on l'a vu plus tôt, les clients consomment aussi et les clients peuvent parfois demander à la personne au travers du sexe de consommer dans le contexte de la relation tarifée.
Et donc, du coup, c'est d'autant de manières qu'ont les travailleurs du sexe, du coup, de pouvoir se protéger ou de se distancier de ces pratiques. Une question suivante qu'on a posée, c'était tout l'aspect financier et comment étaient payées les relations sexuelles. Et là, on voit qu'il y a quand même 25% des personnes donc, qui s'identifient comme chemsexeurs qui se font payer totalement ou partiellement par de la drogue. Une autre question qu'on a posée aussi, c'est l'origine des produits qui le fournit. Donc là, on voit qu'il y a quand même 14% des travailleurs du sexe qui ont répondu à l'enquête qui admettent fournir le produit dans le contexte de la relation. Alors, pourquoi cette question est intéressante pour nous? C'est d'un point de vue légal, s'il y a une relation tarifée, s'il y a échange d'argent contre échange de drogue, ça pose beaucoup plus de questions de risque de poursuite pour deal notamment. Et ça, on se rend compte que c'est par exemple un risque auquel la plupart des travailleurs du sexe ne pensaient pas. Ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient être poursuivis pour ce genre de choses dans ce contexte-là. Ensuite, une autre question de l'enquête qui a été posée, qui est intéressante, c'est quels sont les besoins d'information que les travailleurs du sexe, chemsexeurs ont. Bien que les questions de réduction de risque, questions légales, de comment gérer sa consommation, tout ça ne sont pas des questions qui nous surprennent, elles sont des questions, des réponses qui nous surprennent et des réponses auxquelles on s'attendait. Une réponse intéressante, c'est aussi toutes les réponses autour de la gestion des clients. Que ce soit un client sous influence, un client qui aurait trop consommé, par exemple. Et du coup, par ces questions-là, le travailleur du sexe devient aussi lui-même un acteur de réduction des risques vis-à-vis de son client. Ça, c'est assez intéressant. Et concrètement, vers quoi cette enquête va nous mener dans le futur? Vers plein de nouveaux projets chez Alias en vue d'améliorer de la connaissance, comme je l'ai dit, mais aussi nos outils qu'on pourrait diffuser, notamment via des formations qu'on suit, des commandes de matériel spécifiques en fonction des types de consommation des publics qu'on suit, nouvelles connaissances au niveau des terminologies aussi, qui s'apparentent au chemsex, et vraiment rentrer dans le réseau, rentrer encore plus dans le réseau drogue bruxellois, pour tout ce qui est des questions de réduction des risques, mais aussi des questions d'aide à la diminution, mais aussi des questions liées éventuellement au sevrage. Du coup, pour terminer la présentation, je vous ai mis quelques adresses intéressantes et utiles du réseau TDS, donc Travailleurs du sexe en Belgique, au-dessus, et à la fin des liens vers le réseau Assuétude. Intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, alors il n'y a pas de questions écrites, mais là aussi j'en ai une. Vous avez fait cette enquête, donc Alias existe depuis une dizaine d'années. Vous avez fait cette enquête en 2019. Est-ce que ça vous a paru vraiment assez récemment une question extrêmement importante à côté de laquelle vous ne pouviez pas passer, ou bien il y a eu une augmentation telle que ça devenait vraiment urgent de traiter ce problème aussi? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, tout ce qui est des questions de consommation, évidemment, elles ne sont pas nouvelles. Hein. C'est des questions qu'on traite depuis le début. Mais effectivement, ces dernières années, les consommations, des nouveaux modes de consommation ont pris beaucoup plus de place dans les suivis, avec parfois des sentiments de pas maîtriser tout à fait certains sujets. Je pense notamment aux
autour du slam dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour répondre à une réalité du terrain, c'est qu'il y a le réseau spécifique consommation, comme abordé par exemple autour du Crystal Met et tout, est assez pauvre à Bruxelles, mais en Belgique aussi. Donc on a très peu d'autres acteurs vers qui se tourner. Donc autant qu'on se forme, nous, du coup, et devenir un acteur principal. Alors, il y a une question qui est passée tellement vite que je dois aller la rechercher un petit moment, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que Alias fait aussi de la distribution de matériel usagé de drogue? Est-ce que vous avez du matériel spécifique pour le chemsex? Alors, oui. Donc ça fait déjà un moment qu'on a du matériel spécifique autour du chemsex, mais assez récemment, là maintenant, on a augmenté les types de matériel qu'on peut distribuer. Une partie de l'équipe est aussi formée. Donc dans l'équipe, on a maintenant 2 médecins et 2 personnes qui ont une formation d'infirmier, dont moi, enfin, je suis infirmier de formation. Et certaines personnes ont suivi la formation injection du réseau Assuétude. Donc, on a ce matériel et on peut donner une information aux personnes. Ben, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions écrites. Non, Bien. j'ai l'impression Merci. qu'on a fait le tour. Alors, Dominique, je propose de conclure. D'accord. Oui. Effectivement, il n'y a plus, il y a pas, il y a plus de questions, il n'y a pas de demande particulière. Donc vraiment, je vous remercie tous les trois très vivement. C'était très intéressant tout ce que vous nous avez appris aussi aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce n'est pas des questions dans lesquelles on baigne de manière habituelle. Donc, merci beaucoup pour ces renseignements et pour aussi l'urgence que vous avez mise en avant au cas où on en douterait, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais merci beaucoup. Merci à vous trois. Et il y a de Thomas, merci beaucoup, tant pour l'organisation que pour... Enfin, voilà, tout le monde en remercie. Tout le monde n'étant pas très nombreux, mais on en remercie. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Agathe. Et je voulais juste ajouter un minuscule point avant de clôturer complètement. C'est que on a abordé ce soir des sujets, comme tu viens de le dire, dont on parle peu à table lors des repas. Et en fait, une manière simple, je crois, et accessible de s'engager et de changer un tout petit peu cette donne-là, c'est justement de peut-être en parler autour de soi, de se renseigner, parce que l'information existe. Nous, on se donne du mal pour la générer et pour la faire vivre. Donc, l'information est là. Et oui, et parfois, en fait, simplement en parler autour de soi, c'est déjà faire beaucoup pour sortir la thématique de l'ombre. Et enfin, spécifiquement en ce moment, plusieurs associations de terrain lancent des appels aux dons, en fait, parce que la situation est en fait bien pire que d'habitude. Et voilà, une association qui s'appelle Swim for Life récolte des dons et en reverse une partie à nous et à d'autres associations de terrain. La SBLU de Sopi aussi a mis en place une cagnotte pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et Alias peut recevoir des dons. Et toute cette information-là se trouve dans le lien que je vais poster maintenant. Donc voilà, en parler autour de soi, c'est beaucoup déjà, et éventuellement les dons, ça aide aussi énormément. Oui, mais si on pouvait, quand on mettra la vidéo, quand on la rendra visible, si tu pouvais resignaler les possibilités de dons, etc., qu'on puisse suivre. Tout à fait, d'accord, très bien, on fera ça. Eh bien, merci et bon travail.
Merci en beaucoup avez. de nous avoir offert cette fenêtre de parole. Et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup.